agile hein, finalement dans ce besoin de production. Pourquoi plus d'agilité hein, on a toujours envie d'être agile, mais pourquoi plus maintenant? Ben voilà, l'évolution du digital, hein, les habitudes des clients ont changé. Il y a besoin d'immédiateté, de transparence, d'accès à l'information très rapide. Donc l'écosystème autour de vos entreprises a changé. Donc vos entreprises ont besoin d'être de plus en plus agiles à tous les niveaux, hein, de la direction, du commerce, à la production. On a besoin de plus en plus d'être agile, souple et réactif. Le troisième point, la question, c'est aussi, je vous invite à partager, c'est comment concilier standardisation et personnalisation. Ce que j'ai pu voir hein, dans les entreprises qui ont entrepris hein, des démarches de transformation digitale, c'est à la fois besoin de standardisation, d'industrialiser, d'avoir des process finalement pérennes, standardisés, mais également qui savent conserver hein, cette customisation, cette personnalisation. Un exemple type, hein, vous avez tous des smartphones de marques connues, ça rassure hein, d'avoir une marque de grand nom, mais en même temps, on a tous hein, sur son smartphone des applis, des icônes, une personnalisation, son alter ego en termes d'empreinte digitale ou d'empreinte bancaire. Donc, finalement, savoir concilier standardisation et personnalisation. Comment savoir concilier achat hein, e-commerce sur des sites standards, mais en même temps une sécurisation qui m'est propre, mais des goûts qui sont propres, un profiling qui m'est propre. Vraiment, le secret hein, de bonne transformation digitale, c'est dans cette combinaison des deux entités. Voilà. Et puis, globalement, hein, ben, voilà, où innover en termes de production et de livraison, comment innover. On va faire un peu le tour d'horizon également des innovations qui marchent et qui vont probablement aussi arriver demain. Je vous propose de découper hein, cette matinée en plusieurs volets. D'abord, faire le point hein, sur la production aujourd'hui, on appelle la production 4.0, et puis progressivement, on va voir hein, tout ce qui est stockage aussi, ou quel est l'état des lieux. Également, les tendances hein, en termes de logistique, de livraison, notamment ce qu'apporte le digital hein, comme opportunité. Donc voilà un peu les trois ou quatre si on regroupe logistique et livraison, mais les trois ou quatre thèmes hein, qui vont structurer cette matinée, et en commençant par évidemment tout ce qui va être production. Dans ce besoin de modernisation, d'innovation en termes de production, évidemment, votre enjeu, ça va être aussi de savoir être différenciant, hein, toujours de plus en plus par rapport à la concurrence. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire finalement qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme chose que je n'avais pas pensé auparavant et qui vont me permettre d'apporter un plus en termes de suivi, en termes de rapidité, en termes de qualité. Et la recherche hein, de ce côté différenciant, mais pas être marginal pour être marginal pour améliorer la qualité. Il n'y a pas de secret, soit en termes de délai, hein, en termes de coût ou en termes de qualité du produit. Voilà évidemment les enjeux, et le digital va apporter des éléments de réponse sur ces différents leviers. Donc voilà, 4 volets. Hein, j'ai préparé 4 ou 3 si on associe hein, livraison et logistique. Donc 3 grands chapitres. Production, hein, donc on va voir pourquoi on appelle le 4.0 hein, par rapport à 1, 2, 3. On va un peu éclaircir tout ça, que cache le 4.0. Idem hein, pour entrepôt et idem pour livraison. Alors, production 4.0. À mon sens, hein, les questions qu'il faut se poser, c'est déjà de voir un peu les tendances. Hein. En quoi ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières dizaines d'années, la production a évolué. Pourquoi se tourner un peu vers le passé? C'est pour voir un peu l'évolution, les tendances, les axes qui se dégagent, et par là même voir comment où on va évoluer dans les années qui viennent, et par là même donc savoir mieux anticiper, gérer les années qui viennent. Donc voilà, on va après définir, parce que beaucoup on parle, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend hein, derrière l'usine ou la production 4.0, un certain nombre de leviers, dont
l'approche objet, dont les objets connectés, dont la simulation de flux. On va reprendre un peu toutes ces notions qui déterminent en fait l'usine 4.0, des critères assez précis qui permettent de délimiter ce qu'on appelle voilà, l'usine 3.0 ou 4.0. C'est pas juste une appellation comme ça. Alors, schématiquement, à mon sens, c'est bien d'avoir un peu comme ça justement un schéma de principe pour voir réellement l'évolution de la production depuis qu'il y a des industries, depuis qu'on a quitté un peu le monde artisanal. La première grande tendance, après vous pourrez avoir des sous-catégories, mais si on met une première catégorie, ça a vraiment été l'introduction de machines mécaniques et par là même ensuite de machines à vapeur, de machines hydrauliques, apportant plus de puissance, mais surtout, on voit déjà à travers l'hydraulique, apportant plus de souplesse. On savait arrêter à un moment donné, on savait repartir. Bon, voilà, ça c'est la première, on va dire la première ère de la production mécanique, la production industrielle. Le tournant, ce qu'on appelle vraiment l'usine 2.0, ça va être l'électricité. L'électricité a révolutionné l'ensemble de la société, c'est la maison, mais notamment l'industrie, apportant plus de puissance parfois, mais surtout plus de pouvoir pour l'opérateur qui commande la machine. C'est-à-dire, à un moment donné, je démarre, je ne vais pas mettre plein de charbon, etc. Ça démarre dans la seconde, j'appuie sur le bouton, l'électricité démarre. Idem, j'arrête. Où je contrôle la vitesse du tour qui tourne, de la machine qui tourne. Donc, l'évolution n'est pas tellement uniquement énergétique, elle est dans le contrôle, dans la mainmise qu'a l'opérateur. La troisième catégorie que l'on distingue, c'est l'introduction de l'automatique. On va généraliser l'électricité en allant plus loin sur les automates, l'automatisme, et par là même tout ce qui va être informatisation, robotisation. Donc vous voyez là, ça peut être des catégories encore très différentes, une machine automatique simple ou une machine très sophistiquée d'un point de vue informatique et par la même robotique. Et tout ça va faire partie de la catégorie d'usine 3.0. Vous pouvez avoir des machines avec énormément de robots, des industries avec énormément de robots, des robots très sophistiqués, très précis, très coûteux. Pour autant, l'introduction de robots ne fait partie que de, entre guillemets, l'usine 3.0. On est là dans un asservissement plus grand, un contrôle plus grand de la machine, des machines qui suivent des process, qui savent reproduire de manière très fidèle, plus fidèle que ferait une machine purement électrique ou purement manuelle. Donc, qu'est-ce qui marque nouvelle génération, production 4.0? L'élément essentiel, c'est les machines connectées, c'est des robots. La différence entre les robots ici et les robots de l'usine 3.0, c'est que les robots parlent entre eux, communiquent potentiellement entre eux, et ils travaillent, et puis à un moment donné, tiens, un robot s'arrête parce qu'il a détecté par lui-même, c'était pas prévu, qu'un chariot passe dans une pièce, donc de lui-même, il interagit, il sait détecter son extérieur, il sait prendre des décisions. Bon, voilà. L'introduction de machines connectées, pas fatalement plus puissantes que celles qu'on peut avoir en 3.0, mais plus autonomes, plus opérantes par rapport à leur monde extérieur. L'introduction de machines connectées, d'objets connectés, c'est le virage essentiel. Mais on va voir que ce n'est pas le seul, qu'il y a d'autres leviers qui forment cette production 4.0. L'esprit, à part l'introduction d'objets connectés, l'esprit 4.0, quel est-il C'est réellement d'avoir des machines, une industrie plus intelligente. Alors c'est un grand mot, ce qu'on appelle plus intelligent. Ça veut dire quoi, plus intelligent? Ça veut dire finalement plus souple, plus connecté par rapport au monde extérieur, par rapport à d'autres machines, par rapport à l'être humain, par rapport à d'autres environnements. Donc, une plus grande souplesse, une plus grande adaptation par rapport au monde autour, par rapport aux clients. Et cette entreprise-là, cette industrie-là, elle n'est pas propre à un domaine. Elle est valable dans tous les secteurs de l'industrie. C'est une révolution
l'introduction des objets connectés qu'on peut voir partout, le transport, santé, cosmétique, la pharmacologie, tout ce qui est, mais également l'industrie plus lourde, hein, comme l'industrie ou les bâtiments, sans compter évidemment les transports très concernés. Donc on va préciser un petit peu plus précisément les leviers hein, de cette industrie 4.0. Alors, quelques exemples. Hein. Vous voyez en haut à gauche, hein, c'est un exemple hein, l'imprimante 3D, hein, 3D printing, imprimante 3D. Hein, capacité maintenant à partir d'un modèle. Hein. Donc, quelles sont les étapes hein, de l'impression 3D pour ceux qui connaissent moins? La première étape, hein, c'est de faire un modèle 3D. Là, vous voyez, par exemple, une petite maison. C'est une modélisation en 3D. Une fois qu'il y a cette modélisation, ben, la machine hein, va réaliser la fabrication. En général, il y a beaucoup de techniques différentes, mais c'est de faire des couches, hein, les unes au-dessus des autres, et on construit hein, finalement l'objet couche par couche. Hein. C'est l'une des techniques, il y en a d'autres. Voilà. Aujourd'hui, l'impression 3D serve dans beaucoup de domaines déjà différents. C'est plus que de la recherche, c'est déjà de l'application. Dans une maison hein, de tous les jours, vous avez des imprimantes 3D pour 3 000, 4 000 euros, 4 000 euros, donc ça se démocratise. Ça a été utilisé beaucoup hein, dans les entreprises pour réaliser des prototypes, des objets de petite taille dans un premier temps qu'on faisait sur mesure très facilement. Mais de plus en plus, maintenant, on l'utilise pour des objets de grande taille, voire même, pour la petite anecdote, des maisons en France hein, ont été construites en impression 3D. En haut à droite, hein, vous voyez notre volet, c'est tout ce qui est les applications mobiles. Vous connaissez l'utilisation d'applications mobiles hein, pour avoir les applis à la maison de manière personnelle, mais dans l'industrie, c'est de plus en plus utilisé, notamment pour tout ce qui va être réalité augmentée, réalité virtuelle. Hein. Vous allez prendre des photos, des vidéos, vous allez pouvoir avoir une vision enrichie hein, de ce qu'on voit ici, là, par exemple, de maquillage. Je vais enrichir un certain nombre d'informations que j'ai par ailleurs, hein, de bases de données, d'informations que j'ai sur le client, et de corréler hein, à la fois l'image hein, réelle et avec des informations par ailleurs, de corréler tout ça hein, sur une même image, de juxtaposer tout ça, sans trop enrichir, mais en enrichissant juste avec les informations pertinentes. Hein, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. À ne pas confondre avec la réalité virtuelle, hein, un autre mot qu'on entend beaucoup. La réalité virtuelle, c'est tout est inventé, hein, tout est simulé, hein, c'est de la simulation, c'est un peu le film de science-fiction. Voilà, c'est la réalité virtuelle. En bas à gauche, hein, vous voyez l'exemple de drone, hein, qui là encore, hein, c'est plus de la recherche, c'est du concret au jour d'aujourd'hui. Vous êtes en moyen hein, d'avoir des livraisons hein, avec des nouveaux moyens de livraison. On va en parler. Votre industrie 4.0 va aussi tenir compte beaucoup, un autre exemple, hein, donc en bas à droite, d'une production hein, de données beaucoup plus forte hein, qu'avant. Donc, du coup, un intérêt, une envie d'exploiter hein, ces données plus grandement. Quelques études montrent hein, que dans les quelques années qui viennent de s'écouler, il y a eu autant de données hein, produites sur Terre que pendant tous les siècles auparavant. Donc, on est sur une production exponentielle hein, des données. Ça veut dire que la plupart hein, de ces données ne sont pas exploitées. Dans le cas présent, les données, c'est des données liées à la production, liées à vos clients, liées à la livraison, liées aux produits, liées aux technologies, liées aux habitudes, liées aux tendances du marché. Enfin, voilà, les données sont dans plein de domaines et très nombreuses. L'exploitation hein, de ces données, donc c'est notamment le cas du big data, l'envie hein, de créer des règles heuristiques, hein, c'est-à-dire basées sur l'expérience, hein, c'est le propre de l'intelligence artificielle, et tous les outils qu'on appelle analytics, hein, c'est le fait de mesurer la réputation, de voir un peu les tendances, hein, les tendances de votre réputation d'entreprise, à travers vos sites web, à travers votre politique sur les réseaux sociaux, votre démarche client, la relation client. Donc tout ça, c'est les outils analytics. Le point commun hein, de ces big data IA analytics, hein, c'est l'exploitation de données, la collecte de données, la corrélation de données et l'exploitation de ces données. Voilà quelques exemples hein, qui illustrent déjà les possibilités.
Si on zoome sur la notion d'industrie 4.0, autour de vous, on entend des mots souvent différents, entre les acronymes anglais ou français, des appellations qui se valent plus ou moins. On parle d'industrie, d'usine 4.0, de cyber-usine, d'usine digitale, d'innovative factory, etc. Bon, tout ça cache une notion de faire plus intelligent, plus souple, plus connecté. Alors, même s'il n'y a pas une définition exacte, précise de l'industrie 4.0, on s'accorde à reconnaître un certain nombre de leviers qui déterminent quand même un spectre en général admis pour toutes ces définitions de l'industrie de demain. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'industrie, elle part d'un principe simple, l'industrie 4.0, c'est de dire on va tenir compte du meilleur de l'industrie actuelle, l'industrie 3.0, on l'a vu, le meilleur de l'informatique, du meilleur de la standardisation de process, le meilleur de l'automatisme, et on va y intégrer le meilleur du digital, et en combinant, en associant un petit peu les deux, donc industrie plus meilleur du digital, on va essayer d'inventer une industrie nouvelle génération, nouvelle tendance, donc industrie 4.0. En cascade, j'ai mis un peu quelques éléments. Donc, tout ça dans quel bénéfice, encore une fois, pas juste pour tenir compte des nouvelles technologies, mais dans un but assez simple, faire. Je crois que ça va défiler au fur et à mesure les arguments, Stéphanie, s'il vous plaît. Voilà. Donc, une production plus intelligente, c'est-à-dire connectée plus en temps réel, pas uniquement à des tendances saisonnières, mais réellement ajustée au plus possible au jour le jour, voire à l'heure, la production. Une production auto-adaptative, on l'a vu, les objets connectés, donc on va tenir compte beaucoup plus des autres machines autour, on va être connecté avec les autres entités de l'entreprise, les services clients, les services achats, les services bureaux d'études. On va être plus flexible, d'abord parce qu'on n'a pas le choix, l'environnement autour est plus flexible, parce qu'on va se donner des moyens de plus grande flexibilité, notamment avec la digitalisation. On va cultiver aussi la personnalisation des produits, on va faire du sur-mesure, on va marquer des images, des graphes, on va faire un produit spécifique qui fait que le client aura vraiment l'impression qu'on aura une impression réelle, un produit sur mesure pour lui, ou une qualité, un assentiment accru. Voilà un peu l'ambition de cette industrie. Alors, il ne faut pas oublier que le côté aussi, on y reviendra, le côté éco-responsable. L'industrie rejoint les préoccupations de ce qu'on appelle Green IT, de tout ce qui est éco-responsable, production autonome en termes d'électricité ou d'énergie, avoir des bâtiments, avoir des usines qui produisent autant que ce qu'elles consomment, voire même, par exemple, sur certains bâtiments qui savent produire plus d'électricité que ce qu'elle consomme. Donc il y a vraiment ce sentiment aussi d'avoir une infrastructure éco-responsable. C'est pas uniquement par humanisme, je dirais, ou pour la planète, certes c'est le cas un peu, mais c'est aussi pour des raisons commerciales. Vous avez des normes de plus en plus à respecter en ce sens. Ce sera un argument différenciant. Rappelez-vous ce qu'on a vu en introduction, le côté recherche d'éléments différenciants, à un niveau de prestation égal, un client sûrement sera sensible en disant voilà, vous savez produire de manière éco-responsable, c'est peut-être l'élément qui fera que vous gagnerez le marché. Donc, vous gagnez éco double, plus de clients potentiellement et une production plus économique. Voilà, on va passer au slide après. Premier message que je souhaite partager avec vous, c'est, on voyait tout à l'heure, tenir compte le meilleur du digital. Le digital, c'est la fois une aubaine et c'est la fois on peut être perdu. Il y a plein de technologies dans tous les sens. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que
beaucoup s'appuie, on va dire, sur cinq grands piliers, cinq grandes technologies majeures. Il y en a d'autres, mais qui n'ont pas encore au même niveau d'influence. La première, c'est S pour social, tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise. Vous avez une entreprise de 9 personnes, maintenant vous n'avez pas 9, vous en avez peut-être 90, 9, plus des dizaines d'autres qui sont des experts qui vont vous donner des conseils, des bonnes idées, qui vont interagir, qui vont agir indirectement. Ça, c'est les réseaux d'entreprise. Ce n'est pas que les contacts commerciaux, c'est aussi les contacts pour mieux produire. Vous vous en doutez, il y a une application mobile, les applications mobiles au cœur de votre entreprise et notamment de la production pour accéder, pour comprendre l'information. Le deuxième critère, c'est le mobile au sens. Troisième critère, on l'oublie parfois, c'est les outils analytiques, donc à la fois tout ce qui est réputation, analyse de données. On va y retrouver là beaucoup l'utilisation du big data, des outils de big data pour visualiser ces données et chercher des corrélations, mieux prédire le fonctionnement de vos machines, mieux prédire les produits qui vont être demandés, ceux dont la tendance va s'arrêter ou diminuer. Donc, troisième pilier très important, c'est cette prédiction, le côté big data. Également le côté différenciant. Vous allez pouvoir faire des choses que vos concurrents ne font pas en associant, essayant de trouver des corrélations, par exemple entre vidéo et données, ou entre données et les retours clients, entre les retours clients et les tendances du marché. Voilà. Association d'idées. Tout ça, ce registre-là, c'est analytics. Le quatrième, c'est quatrième pilier technologique, c'est les solutions de type cloud, s'appuyant sur le cloud as a service, service SAS, pour faire fonctionner vos outils internes d'organisation, ERP, PLM, CRM, mais aussi vos outils métiers de calcul, vos partages de données, vos informations sur les clients, également votre production délocalisée tout au long de la supply chain. Donc, le dénominateur commun et tout ça va être les solutions autour du cloud. Et puis, on l'a vu, l'industrie 4.0, sans ce cinquième pilier, on ne parle pas d'industrie 4.0, on reste une industrie 3.0. C'est les objets connectés, IoT pour Internet of Things. C'est voilà, la cinquième. Donc, on rejoint cette notion de SMAC, Tori, pour Factory, s'appuyant sur ces cinq technologies. Alors, le deuxième message que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est après avoir vu les technologies phares de l'industrie 4.0, c'est de réellement regarder comment cela se met en œuvre à travers vraiment 6 concepts clés. Le premier, c'est les objets connectés. Qu'est-ce que ça apporte dans votre entreprise? Vous allez avoir des machines qui se parlent. Non seulement l'opérateur parle aux machines, mais les machines se parlent entre elles. Tiens, je n'ai plus de carburant. Là, je n'ai plus de bande papier. Là, je n'ai plus de tel ou tel produit. Je vais bientôt être en rupture. Envoyez-moi. C'est la machine qui envoie un ordre, une demande, une requête pour qu'on remplisse son carburant. De même que c'est le parallèle à la maison, votre machine à café qui envoie d'elle-même le signal, je n'ai plus de café au distributeur pour qu'il vienne ou à votre répondeur intelligent pour qu'il fasse lui-même la commande sous votre contrôle. Et ce n'est pas vous-même qui vous apercevez à un moment donné, vous n'avez plus de café. Donc la machine parle. La machine, elle parle aussi pour indiquer où elle est. Le gain de temps en entreprise que j'ai pu voir, moi, tout simple, c'est la géolocalisation de vos équipements. Tiens, mais où est cette pièce mécanique-là? Où est cette pince? Où est cette boîte à outils? Où est ce flacon? Où est cette caisse? Où est trouver vos... Voilà. Vous perdez un peu de temps à la maison, cherchez vos lunettes, la télécommande de la télé. En entreprise, une minute gagnée par-ci par-là à chercher vos outils, vos boîtiers, vos équipements, vos stocks, vos emballages, une minute gagnée à la longue pour tout le monde, c'est un gain de temps précieux. Rien que ça, c'est un pourcentage de gain énorme.
et puis aussi une source d'énervement au moins. Le deuxième, hein, on rentrera aussi un peu plus dans le détail tout à l'heure sur ce point-là. Le deuxième apport, hein, c'est vraiment aller plus loin dans la simulation. On a tous entendu parler hein, de simulation pour simuler une pièce, hein, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue thermique. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est CAO, hein, vous savez, dans les produits, notamment cosmétiques, il y a énormément hein, de simulations. Enfin, un flacon pour un shampoing, par exemple, hein, ça nécessite beaucoup plus de calculs au niveau de bureau d'études hein, qu'on pourrait le soupçonner, au niveau de résistance, au niveau de l'encombrement, au niveau de pouvoir mettre le plus grand nombre de flacons dans un paquet, dans un carton, au niveau de la résistance chimique, thermique, etc. Donc, on connaît cette simulation au niveau des produits, mais la tendance aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Maintenant, la simulation a fait de gros progrès en termes logiciels et en termes de matériel. On est capable de simuler beaucoup plus qu'un produit, mais tout le fonctionnement de l'usine, c'est ce qu'on appelle la simulation de flux, hein, pour les flux qui fonctionnent au sein de l'usine. Je ferai quelques images tout à l'heure pour expliquer ce concept novateur depuis quelques années. Le troisième concept, hein, c'est d'aller plus loin dans les réseaux intelligents. De même que vous avez vos compteurs électriques, vos compteurs de gaz hein, qui sont rendus plus intelligents maintenant dans vos maisons respectives, je suppose. Eh bien, c'est la même chose en entreprise. Vous n'avez pas uniquement des réseaux qui distribuent l'électricité, qui distribuent l'information, mais qui de plus en plus savent prendre une partie des décisions. Hein. C'est ce qu'on appelle smart grid ou smart meter hein, pour compteurs intelligents, associés à des règles d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une faculté, hein, ce qu'on appelle machine learning, à apprendre par eux-mêmes. Les réseaux vont apprendre, tiens, à tel moment, il y a moins de consommation électrique, ça se reproduit toujours, du coup je vais pouvoir par moi-même un petit peu adapter les choses. On n'est plus dans le concept hein, d'avoir des personnes qui savent tout, un bureau d'études qui sait tout, des ordinateurs très sophistiqués, puis des réseaux qui ne font que distribuer. Hein. L'intelligence aussi se distribue, on l'a vu à travers les objets connectés, mais c'est vrai aussi à travers les réseaux. L'intelligence est un petit peu distribuée. On va parler de colonies hein, d'intelligence, pas uniquement d'intelligence centralisée en termes de production. Un des grands demandeurs hein, de réseaux intelligents, c'est demain les villes, mais c'est d'ores et déjà aujourd'hui le bâtiment. Hein, on sait optimiser un bâtiment par rapport à son chauffage, on sait optimiser un bâtiment par rapport au nettoyage, par rapport à sa production, mais l'ensemble de tout ça réuni, souvent, c'est pas optimisé. Pour un exemple, par exemple, pour le chauffage, on sait qu'il faut fermer les fenêtres, mais par exemple, quand on fait le nettoyage, c'est bon d'ouvrir les fenêtres pour aérer, enlever la poussière, etc. Donc, quel est le compromis entre les deux? C'est ce qu'on appelle hein, l'optimisation globale, multicritère, et c'est possible ça via des réseaux intelligents qui justement ont cette vision hein, complète, notamment en termes d'électricité. Quatrième concept, hein, donc c'est effectivement la notion d'économie hein, d'énergie, de bâtiments éco-responsables, une gestion active des bâtiments. Vous ne faites pas là que subir, hein, voir à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, quelle est la consommation en termes électriques de votre usine ou de votre bâtiment. Et puis tiens, il faudra peut-être du coup, en termes réactifs, que j'agisse, que je remplace telle machine par telle autre. Non. Là, vous êtes dans la prédiction hein, des machines, dans la consommation, dans la prédiction de leur consommation, de bon usage, à quel moment il faudra plutôt que je fasse fonctionner telle ou telle machine, le couplage de telle machine et telle autre, qu'est-ce que je vais imaginer hein, pour produire de l'électricité dans mon bâtiment. Voilà. C'est tout cet équilibre hein, qui est aussi produit possible maintenant par le digital, parce que vous allez avoir les moyens hein, de mesurer, d'exploiter les données, de piloter à distance une fermeture d'un volet, fermeture d'un radiateur, fermeture d'une machine qui est moins utilisée, de même que vous mettez en veille, encore une fois, hein, le téléviseur à la maison, vous mettrez en veille peut-être une machine automatiquement et à distance. L'économie d'énergie va être aussi optimisée grâce au mobile en industrie. Le cinquième axe, hein, le cinquième concept, c'est réellement d'avoir ce qu'on appelle une convergence, hein, c'est-à-dire une synchronisation au mieux
de vos moyens. Il ne s'agit pas d'avoir plein de technologies dans tous les sens, mais qui soient redondantes ou pas complémentaires, voire antagonistes. Hein. La difficulté va être dans la synchronisation pour faire en sorte que vous avez une même entreprise parfaitement synchrone entre le bureau d'études de la production, entre la direction, le commerce, les achats, les RH, vos équipes, etc. Donc toute cette convergence va contenir plusieurs concepts, hein, la notion d'entreprise étendue, la notion de lien entre bureau d'études et production, donc la notion d'itérativité, d'agilité interne, la notion de logistique, la notion de RP étendue aussi entre vos différents services, voire avec vos co-traitants, vos partenaires, la notion de CRM aussi partagée. Donc voilà, toute cette convergence. Comment la mettre en place avec des éditeurs, des solutions qui sont plus ou moins compatibles, plus ou moins aussi adaptables. Hein. Certaines, on peut les customiser comme vous le souhaitez, d'autres, ce sera plus difficile. Ça va passer la plupart du temps à la solution par des prototypes. Donc, on voit les prototypes qui marchent et qui marchent moins. En étant certains, petit à petit, les prototypes viennent se compléter et viennent comme ça faire des assemblages assez cohérents et assez naturels. Donc voilà, le cinquième point, pas le plus facile, hein, ça va être la convergence des différents moyens prévus dans votre industrie de demain. Et puis le point, c'est de réellement chercher à optimiser un ensemble de vos processus. Hein, c'est la notion de lean manufacturing. Vous connaissez l'approche lean, hein, de recherche de gaspillage, des goulots d'étranglement, des tâches inutiles. Et là, c'est le lean manufacturing. On va appliquer ça à fin de production. Est-ce qu'il y a des activités que je pourrais digitaliser, que je pourrais, pourquoi pas, supprimer, ou en tout cas faire différemment? Qu'est-ce que je peux m'inspirer de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres industries, y compris hors cosmétique, mais que je pourrais appliquer ici dans mon domaine. Ah, tiens, là, il y a une idée intéressante, je pourrais la faire. Notamment, la fabrication à la demande et aussi le produit porte sa fabrication. Il y a vraiment une inversion des tendances. Pendant longtemps, le produit arrivait, puis c'était la machine qui disait, bon, voilà, avec ce matériau-là, je vais faire tel flacon, je vais faire telle chose. C'est la machine qui décidait. Maintenant, de plus en plus, c'est la matière qui décide. Il y a une sorte d'étiquette, de code barre, de puce. Et le produit passe, et en passant devant chaque machine, va indiquer à la machine, là, je veux être utilisé comme ci, là, je veux être peint comme ça, là, je veux être utilisé comme si le produit, de plus en plus, était intelligent. Et puis, la machine au service du produit, et non plus le contraire. Donc, on est dans une approche, on va dire, objet, un peu comme en informatique, les langages, on peut des langages de procédure, langage objet. Ben là, au niveau production, c'est un peu la tendance. La matière reprend tous ses droits. Il y a une identité propre dès le début. Donc, voilà un peu les 6 leviers phares que vous allez retrouver, en tout cas pour les 2 premiers, systématiquement dans la notion d'industrie 4.0. Encore une fois, vous pouvez avoir une industrie très performante, très moderne, très automatisée, très informatisée, mais qui est pour autant pas encore considérée comme industrie 4.0, dès lors que vous n'avez pas ces leviers-là. Alors, si on fait le zoom sur certains de ces leviers, le premier, c'est les objets connectés. Là, vous allez avoir donc un certain nombre d'objets de votre entreprise, comme vous pouvez l'avoir dans la vie de tous les jours, qui va être connecté via votre réseau local ou via le cloud, via Internet, va être connecté avec vos centres de décision pour finalement assurer ce dialogue dans les 2 sens. C'est les objets qui vous envoient des informations, des données qui vous serviront plus tard, mais c'est également dans l'autre sens. Vous donnez des informations aux objets. Donc là, on va distinguer deux schémas de pilotage des objets connectés. Soit l'opérateur, l'être humain, pilote un certain nombre d'objets, comme à la maison, vous pouvez piloter vos volets, vos radiateurs, la domotique. Ça, c'est, on va dire, le modèle hiérarchique, pyramidal. Mais vous pouvez aussi avoir un modèle beaucoup plus collaboratif, où les objets se parlent entre eux. Je l'évoquais tout à l'heure, un objet, vous l'autorisez à avoir une certaine indépendance,
tiens, là, je n'ai plus de papier dans ma machine, j'envoie directement la requête au fournisseur pour m'envoyer une rame de papier avant que j'en ai plus en magasin. Bon, voilà, donc tout ça, là, il y a un réseau hein, de machines. On arrive réellement à certaines entreprises où vous avez, par exemple, 9 salariés, et puis à côté, vous avez une dizaine de machines, ben, vous avez 9 plus 10 hein, machines plus être humain qui communiquent. Comment je vais gérer hein, ce dialogue? Mais c'est la tendance. Sans compter hein, les réseaux sociaux, les personnes extérieures encore à l'entreprise qui viennent enrichir, mais aussi un peu complexifier hein, cet écosystème. Donc réellement, une équipe élargie, être humain plus machine. On a une petite différence entre IoT et M2M. Hein. IoT, c'est Internet of Things, hein, Internet des objets. Machine to machine, hein, c'est un autre terme aussi assez souvent consacré pour les objets connectés, mais introduisant aussi des aspects réseau, protocole un petit peu plus poussés. Donc les deux notions ne sont pas exactement identiques, mais quand même bien souvent utilisées l'une ou l'autre. Un objet un des exemples hein, très pratico-pratique, hein, c'est d'avoir des trackers, hein, mettez à la maison hein, pour savoir où vous avez perdu votre smartphone, où est votre voiture. Ben, c'est la même chose en entreprise. Vous avez deux systèmes, hein, vous avez des systèmes avec abonnement, mais de plus en plus sans abonnement. Hein, ça peut être aussi très intéressant. Il suffit juste vous d'acheter en fait hein, l'équipement électronique et de le coller. Et là, vous avez, voilà, vous savez où sont vos outils, vos matériels, vos boîtes, et ça, vous regardez votre smartphone, votre tablette, vous savez exactement où est chaque chose, et vous gagnez encore une fois du temps plutôt de savoir, ah, au fait, tu sais où Paul a mis telle caisse, non, il va lui demander, il n'est pas là. Donc là, vous savez exactement où sont les choses cruciales. Il faut distinguer aussi, à mon sens, là, deux cas de figure. Hein. Le cas tracking interne, hein, vous êtes indoor, hein, vous avez des moyens, des puces, etc., mais à l'intérieur hein, de votre usine, de vos hangars, de vos bâtiments. Et puis le système plus de tracking, mais en extérieur, hein, avec d'autres systèmes, notamment RFID et radiofréquence, qui vous permettent d'identifier des objets plus gros, mais où est-ce qu'ils sont, à quel endroit ils sont, de savoir voilà, se repérer dans ce tracking d'objets. Le deuxième levier, hein, c'est d'aller plus loin dans tout ce qui va être la modélisation de votre usine. Donc, vous voyez une petite image hein, à droite. En fait, c'est un travail hein, qui est déjà d'établissement de ce modèle, c'est-à-dire vous modélisez hein, toute votre usine, votre atelier. On voit les machines-outils, on voit les machines de production, ouais, on passe d'une machine à l'autre. Vous pouvez modéliser hein, le fonctionnement de vos opérateurs, les flux de matière, les ordres de fabrication. Vous mettez du liant et puis une fois que les différentes choses sont modélisées, donc c'est un travail qui peut être assez long hein, au départ, qui est en général fait par des cabinets spécialisés justement dans cette simulation. C'est pas l'entreprise hein, qui prend son temps à acheter l'outil ou à modéliser, c'est un savoir-faire spécifique. Mais en quelques jours, une étude hein, peut être menée. Et pour des usines plus complexes, moi j'ai pu constater que même parfois des directeurs d'usines qui connaissent leur usine depuis 30 ans parfaitement disent oh, écoutez, moi, je suis intéressé pour essayer de voir s'il peut dégager, mais je n'y crois pas trop. L'usine, elle est déjà, chaque pièce, chaque atelier est déjà optimisé depuis des années pour le mieux. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de faire mieux. Mais malgré tout, on s'aperçoit que avec la puissance mathématique hein, derrière, eh bien, on arrive à optimiser, c'est-à-dire soit déplacer un goulot d'étranglement, soit le nuancer, soit doubler une machine au moment où ça va lieu. Comme tout est lié hein, dans la chaîne globale de production, c'est pas toujours si évident manuellement, hein, sans la puissance mathématique, de savoir quelle est la machine qu'il faut doubler ou surperformer pour que l'ensemble hein, de la chaîne soit optimisé. Donc là, vous faites un modèle, hein, vous calibrez d'ailleurs bien ce modèle hein, pour que le modèle soit présentatif au mieux hein, du fonctionnement actuel hein, de votre entreprise.
Et puis, tout ça, ça va vous servir à utiliser, à étudier les flux, hein, donc à la fois les flux physiques de matière, des outils, les informations que vous donnez à vos machines, mais également la disponibilité des ressources, comment je vais pouvoir gérer des congés, des absences, des maladies, comment je vais pouvoir anticiper une montée en charge, une baisse de charge. Donc tout ça, c'est d'anticiper. Il y a bien sûr il y a le bon sens, mais maintenant il y a des outils de simulation pour modéliser. C'est un peu comme un jeu vidéo, mais là c'est pas un jeu, c'est réellement votre atelier qui est 2-3 machines ou qui en est 2-3 centaines. Vous allez pouvoir optimiser. Voilà. Vous allez notamment utiliser cette puissance numérique à des fins de changement. Vous prévoyez des nouvelles machines, vous prévoyez une nouvelle usine, vous prévoyez un lancement d'un nouveau produit. Voilà, avant de passer en grandeur nature, vous allez avoir envie de simuler tout ça pour voir un peu ce que ça donne. Comment je vais pouvoir simuler le fonctionnement à venir de mon usine. Vous allez pouvoir aussi mieux appréhender le fonctionnement de chacun, les règles de sécurité. Vous pouvez associer l'usine numérique et puis aussi réalité augmentée, hein, on a vu introduction, pour prendre connaissance de cet environnement fictif et l'appréhender au mieux et ça des fins de sécurité. Alors, quelques outils sur le marché, il y en a beaucoup, chacun a ses avantages. Vous pouvez soit vous occuper si vous avez besoin vraiment d'un besoin pérenne ou faire appel aussi à des cabinets aussi spécialisés pour faire une étude. Vous savez, le coût d'un jour gagné en production peut être énorme, ça peut valoir la peine de faire régulièrement des phases un peu d'optimisation pour mieux connaître votre usine, votre atelier et dégager d'éventuels axes. Et après, le rendement, le retour sur investissement sera en général garanti. On l'a vu, l'objet aussi de l'usine 4.0, c'est de mieux synchroniser, mieux converger ensemble, mieux partager l'information, être homogène, voilà, en convergence. Et ça va passer par un certain nombre d'outils. Les premiers, vous connaissez, c'est la gamme ERP, Entreprise Ressources Planning, pour partager au mieux l'information entre vos services achats, finances, RH, production, salariés, direction, de production, avec les limites qu'on peut avoir parfois en termes de performance, de customisation, de formation. Il ne faut pas sous-estimer le temps passé à la formation, qui n'est pas négligeable, mais les bénéfices sont aussi là, avec un grand nombre de solutions du commerce, mais aussi certaines solutions plus en libre service. Une déclinaison de l'ERP dans le domaine de la production, c'est ce qu'on appelle des outils de gamme PLM, Product Lifecycle Management, la gestion de vie de votre produit. Là, on ne va pas s'occuper de toutes les informations, mais des informations relatives à votre produit. Vous construisez une porte d'automobile, voilà, entre les spécifications, le bureau d'études, la conception de la porte jusqu'à sa fabrication, sa livraison, son assemblage, le lien avec les fournisseurs, voire même jusqu'à sa livraison, même au-delà, jusqu'à son retraitement suite à comment dire, au traitement du recyclage de cette pièce. Donc vraiment de A jusqu'à Z, le partage des informations pour éviter encore une fois, mais voilà, j'avais telle dimension de telle porte et j'avais 1 millimètre en moins ou en plus. Donc voilà, synchronisation, notamment quand il y a des versions différentes de produits. C'est difficile de s'y retrouver dans le versionning de votre produit. Et un moyen de s'y retrouver, c'est d'utiliser systématiquement des outils. C'est votre épine dorsale entre vous, vos partenaires, vos clients vis-à-vis d'un produit. C'est aussi savoir innover dans cette industrie 4.0, de se lancer, on l'évoquait en introduction, d'aller plus loin dans la délocalisation, l'impression 3D, c'est un des exemples.
c'est un peu comme la photographie. Rappelez-vous, il y a pas si longtemps, il y a quelques années, on allait chez le photographe récupérer les photos. Maintenant, chacun fait des tirages au combien de qualité avec son imprimante à la maison. La tendance est la même hein, pour une partie des produits, c'est de permettre hein, à vos clients actuels et à venir de pourquoi pas hein, de faire des rasoirs, des flacons, des emballages qui leur sont propres. Et la production n'est plus chez vous, hein, mais directement chez vos clients. L'avantage pour eux, hein, c'est de faire, d'avoir directement le produit. Votre plus-value à vous, c'est de pas mettre à disposition le produit, c'est de mettre à disposition des modèles, une bibliothèque de modèles. On choisit le modèle, on choisit la couleur, on choisit, etc., l'objet virtuel, et que demain, votre client va pouvoir reproduire ou en partie produire chez lui. L'autre tendance hein, vraiment très, très forte, hein, c'est la réalité augmentée qui va vous servir à mieux produire, à former hein, vos compagnons, vos ouvriers dans la manutention, dans la production, dans l'utilisation des machines, un peu comme un simulateur d'avion. Voilà, voilà, un simulateur de machine. On n'attend pas que la machine soit là pour se former à l'utiliser au mieux. On a aussi les informations liées à cette machine pour sa maintenance, en cas de réparation. Il n'y a pas, ah, je vois la panne, je retourne à mon bureau et consulter, y compris si vous consultez sur ordinateur depuis votre bureau, mais déjà, ça, c'est dépassé. Vous consultez les manuels utilisateurs, les manuels de maintenance en direct. Le logiciel le repère. Vous regardez telle machine, je vous affiche tout de suite la documentation liée à ce produit, liée à cette machine. Ça vous permet aussi de voir hein, les contrôles qualité de manière plus précise. Ah, là, je vois qu'il y a un décalage, là, je vois qu'il y a une usure, et vous intervenez plus vite hein, sur une panne. Donc, on sait que plus on peut anticiper les pannes et les prévenir plutôt que les guérir, et mieux ça sera. Un autre axe hein, très, très concret, hein, c'est la cobotique. On parlait de robotique, une robotique à 100%, voilà, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'autonomie. On a vu les objets connectés, mais parfois c'est lourd. De manière plus simple, hein, de manière très pratique, notamment pour les PME, savoir combiner hein, astucieusement ben, la force humaine. Je soulève hein, une charge, hein, c'est ce qu'on appelle les exosquelettes. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la cobotique, hein, savoir associer une partie de la robotique au niveau de la puissance, mais tout en gardant la prise de décision, l'autonomie, l'intelligence, le savoir-faire hein, au niveau de l'opérateur. Donc on associe, voilà, je soulève une charge lourde, je manipule un bras, je soulève mon bras, j'ai un bras articulé. On est un peu comme un film un petit peu de science-fiction, mais c'est du concret, c'est des choses qui servent déjà beaucoup hein, en entreprise, notamment en production, notamment aussi en livraison. Ben, vous avez des livreurs qui, au lieu de porter un sac de 20-30 kilos, qui est déjà énorme, maintenant ont des petits chariots, ont des bras qui soulèvent des charges de 50, 100 kilos. Donc, au lieu d'avoir 4 ou 5 opérateurs, vous en avez un seul qui est moins fatigué, qui est moins stressé et qui peut soulever, voilà, on élimine un peu les contraintes physiques, on reste sur l'aspect prise de décision. Attention, hein, tout ce qui est exosquelette n'est pas non plus sans difficulté, sans risque. Hein, c'est des bêtes qu'on touche évidemment au corps humain. Il y a beaucoup de précautions, vous en doutez, à prendre, de périodes de calibrage, mais comment il y aura des solutions très intéressantes en vigueur. Alors, pour clôturer un petit peu hein, ce premier chapitre là, sur la production, ce que je vous propose, c'est déjà si vous avez des questions, et puis on va proposer un petit quiz, pas trop difficile, ne vous inquiétez pas, pour un peu résumer un petit peu tout ça. Y a-t-il des questions sur ce premier volet déjà? Nathalie, vous m'entendez? Oui, Stéphanie est là. Donc, j'ai pas il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Donc, ça va peut-être venir. D'accord, Du coup, pour très bien. répondre au quiz, vous pouvez répondre sur le chat aussi. Donc, Voilà. en individuel. Voilà. Je vous laisse Voilà.
La bien. question. Alors, Oui. premier quiz que je vous propose, et puis on va laisser quelques secondes, mais après il y aura les solutions évidemment qu'on partagera ensemble. Donc, premier quiz. Alors, la notion d'industrie 4.0 se distingue par rapport aux autres industries qui étaient précédemment en vigueur par l'introduction de 1 des objets connectés, 2 des automates, 3 des logiciels de suivi ou 4 avec des processus standardisés. Alors, j'ai 2 réponses. J'ai pas la petite musique d'attente. Donc voilà, j'ai première réponse, donc c'est bien des objets connectés. Voilà, donc effectivement, objet connecté, c'est le point. On a vu qu'il y en avait d'autres, mais le point important. Deuxième quiz. On a vu qu'on pouvait simuler le fonctionnement de l'usine pour mieux identifier des axes d'amélioration en production. Et ceci est possible car désormais, il y a des outils très, très puissants, des outils logiciels, et cette gamme de logiciels, on les appelle des logiciels de simulation mécanique, de simulation électrique, de simulation de flux, de simulation cinétique. Alors, j'ai 3 réponses qui sont simulation de flux. Bravo. Parfait. Voilà. Parfait. Super. Et après, je dirais à Stéphanie si aussi le temps de réponse, mais là je vois que tout le monde répond pratiquement en même temps. Très bien. Voilà. On vient de voir, troisième question également facile, on vient de voir combiner l'intelligence et quelque part la puissance robotique. Et tout ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle la domotique, l'intelligence artificielle, machine learning ou la cobotique. La cobotique, bravo Nathalie, Célie et François. Bravo, très bien. On aura d'autres un peu plus tard, d'autres quiz un peu plus durs également. Voilà. Je vous propose d'enchaîner sur le deuxième chapitre au niveau des entrepôts, l'entrepôt 4.0. L'idée, c'est d'aller plus loin, vous en doutez, dans l'optimisation de la façon de stocker. On a vu que les outils ERP, PLM, IA, tout ça vont vous permettre de mieux synchroniser les données, mais ça ne va pas suffire. On va vraiment intensifier les outils de la gamme BI, Business Intelligence, pour pouvoir mieux décider, avoir des bons tableaux de bord, mais également mieux décider la façon de gérer les stocks. Vous allez avoir aussi des outils de simulation, mais ce n'est pas de simulation de flux, mais simulation au sens du stockage, tout simplement, notamment si votre stockage est robotisé. À quel endroit je stocke, c'est pas fatalement j'ai acheté un produit, je le stocke et puis un autre dans n'importe quel ordre ou par ordre alphabétique, mais plutôt par ordre de commande, par ordre de qu'est-ce qui est le plus qui va ressortir le plus vite dans mes camions. Donc il y a une optimisation en permanence, y compris quand il n'y a pas de commande qui arrive de votre stockage. Là, il y a des logiciels mathématiques qui vont vous aider là-dessus. Vous allez avoir aussi de nouvelles façons de concevoir l'entrepôt, ce qu'on appelle la notion de micro-entrepôt. C'est pas juste, voilà, j'ai un certain nombre d'entrepôts plutôt grands à ma disposition dans mon entreprise, mais je vais mettre à point des micro-entrepôts, voilà, localement, notamment dans les villes, pourquoi pas chez des particuliers, des commerçants, dans les endroits clés, de façon à pouvoir avoir une ramification, un détail dans l'entrepôt pour la dernière ligne droite, si j'ose dire, c'est-à-dire le dernier trajet. Vous allez avoir une mutualisation aussi d'entrepôt, elle est plus loin dans l'entreposage. On le sait, il y a un équilibre à trouver parce qu'on sait que c'est un même produit. Vous avez plein d'entrepôts différents le même produit passe d'entrepôt A après entrepôt B, entrepôt C, supposé vous multipliez le risque que la durée globale soit trop longue.
Donc là aussi, hein, qui dit optimisation, équilibre, dit faire appel à des logiciels mathématiques qui vont vous déterminer le nombre d'entrepôts moyens qui sera le mieux entre un nombre d'entrepôts trop grand ou un nombre d'entrepôts trop petit, trouver le bon compromis entre rapidité, entre durée globale et finesse dans la distribution dans les villes. Vous le savez aussi, de plus en plus, pour certains d'entre vous qui livrez directement, ce qu'on appelle le dropshipping, vous livrez, vous vendez des produits que vous n'avez pas en entrepôt, ils sont vendus directement de votre fournisseur vers votre client, vous servez d'intermédiaire, mais ô combien précieux dans cette mise en relation, et directement la livraison a lieu du fournisseur vers vos clients, et sans avoir véritablement besoin d'un entrepôt intermédiaire. Beaucoup d'axes d'optimisation dans cette logique. Si on rentre un peu plus dans le détail maintenant. Vous allez avoir, le premier axe, c'est de garantir les accès. Donc c'est toutes les méthodes qu'on appelle IAM, Identity Access Management. Vous allez gérer avec les caméras intelligentes, les solutions biométriques, digitales, la voix, l'empreinte, de plus en plus selon la sécurité de vos entrepôts, reconnaissance de la rétine, l'iris, parmi les plus pertinentes, enfin en tout cas les plus difficiles à falsifier. Donc c'est l'aspect sécurisation de vos entrepôts, avec des logiques de type défense en profondeur, c'est-à-dire un peu comme pour les châteaux féodaux, plusieurs couches. Au début, pour que tout le monde puisse rentrer, par exemple, les doigts, après la reconnaissance de la voix, puis progressivement, vous allez vers la rétine, etc. Donc, des cercles concentriques, du plus facile vers le plus sécurisé. Vous allez aussi avoir, rappelez-vous ce qu'on a vu avant, la mission d'éco-responsabilité, donc avoir des entrepôts éco-responsables. C'est aussi parce que vous avez des contraintes environnementales que vous allez vous donner, la plupart du temps vous-même, pour être différenciant de vos clients, de vos concurrents. Vous allez aussi, surtout dans certaines villes, vouloir réduire les investissements fonciers, donc le coût du mètre carré, location ou achat, et c'est important d'optimiser tout ça. Donc tout ça vous fait réduire aussi vos surfaces d'entreposage. Vous allez évidemment trouver le meilleur équilibre entre réduire les surstocks, les sous-stocks, n'en avoir trop, ni pas assez. On constate souvent, on perd, il y a des études là-dessus, on perd un peu plus en général en sous-stock. On n'a pas assez, on pourrait vendre davantage, mais on perd aussi en surstock, parce que le produit d'entreposage, ça coûte de l'argent. Le lead time, vous savez, le temps, la durée complète entre le moment où vous avez acheter un produit ou une partie de ce produit et le moment jusqu'à la livraison finale, mais également chercher à réduire la charge globale de manipulation, donc la charge de travail d'une partie de vos équipes. Alors, pour cela, vous avez des différents outils, quelques exemples ici, qui vont vous permettre de bien gérer cet entrepôt, depuis la commande jusqu'à la livraison, en réduisant les étapes, en synchronisant au mieux les données, en ayant une logique le plus possible de magasin, un peu comme une boutique, une pharmacie. On maîtrise exactement de A jusqu'à Z tout ce qui rentre, tout ce qui sort à chaque instant. Il suffit d'avoir 99% géré, puis 1% qui ne serait pas géré à cette logique de magasin pour que 1% restant vous pénalise et prenne plein de difficultés. Donc, c'est vraiment important d'avoir 100% de votre entrepôt sous contrôle. D'avoir les tableaux de bord qui vont bien, qui vous permettent d'anticiper, d'avoir des statistiques. Souvent, on a une bonne intuition, mais l'intuition ne suffit pas. Il faut aussi savoir maintenant mesurer, la partager, y compris avec des équipes qui n'ont pas la même intuition que vous. Donc, vous avez des outils pour cela. On va aller aussi, on évoquait plus loin dans le tracking de votre pièce. Vous allez, dès le début, réception de différents produits, aller plus loin dans l'étiquetage, dans la puce électronique pour être dans cette logique de produit et pas uniquement de procédure, pour que le produit puisse communiquer avec son entourage. Vous allez me dire que dès que ça communique un objet, ça prend un peu de
puissance électrique, consommation, mais c'est assez faible. Hein, c'est pas du Wi-Fi, hein, c'est très faible la consommation. Et maintenant, il y a même des nouvelles technologies hein, par champ magnétique, par exemple, qui vous permettent d'être assez indépendant hein, au niveau de cette consommation, qui fait que vos différents produits vont pouvoir communiquer, et dire où ils sont, où ils vont. Donc vous avez une visibilité vous-même venant des produits. C'est pas vous qui allez chercher l'information, l'information vous arrive. Encore une fois, on distinguera l'indoor de l'outdoor. Vous allez aussi plus loin hein, dans le lien avec l'écosystème autour de vous. Hein. C'est pas que votre entreprise, vous êtes un maillon, il y a toute la supply chain, vos fournisseurs, vos partenaires qui vous êtes dans la livraison. Donc, tout le monde doit être bien synchrone hein, dans toute cette chaîne d'information. Et pour autant, vous devez conserver le plus possible hein, cette vision globale, de savoir à tout moment où est votre produit, et plus vous le saurez, plus vous serez à même de pouvoir le dire hein, à votre client. Mais c'est peut-être hein, cette boutade, un livreur, une compagnie de livreurs qui demande à un client voilà, on va livrer, vous livrer quand on va vous livrer, écoutez, dans la journée, hein, entre 9h et 13h, je peux pas vous dire mieux. Et il demande aussi après, donc du coup, à quelle adresse on vous livre cette matinée-là? Ben, le client un petit peu frustré qui dit, ben moi, j'habite entre Strasbourg et Nancy. Voilà. Donc, la petite boutade hein, pour illustrer qu'on se satisfait plus aujourd'hui un peu d'à peu près, un peu de flou, hein, aussi bien côté client que côté fournisseur. On doit être très précis. Et mettez-vous à l'image d'un client demain qui apprend, ben voilà, votre produit sera livré à 11h03. Et s'il est livré effectivement à 11h03, vous gagnez. C'est ce qui était possible, hein, ceux qui prennent le taxi, notamment en région parisienne, il y a quelques années, quand on est un taxi, on disait bon, on va arriver au mieux, je ne peux pas vous le répéter exactement. Et maintenant, pour ceux qui l'ont pris, vous voyez, il y a des plateformes numériques qui font que vous avez le taxi la plupart du temps à la minute près, c'est assez impressionnant. Donc, c'est possible hein, d'avoir une indication sur la livraison à la minute dans certains cas, et là, vous dégagez une image énorme. Alors, quelques exemples hein, également d'outils hein, de type ERP ou également des outils d'initiative plus régionales, mais très intéressants hein, dans la liste que je vais donner, qui vont s'appuyer hein, également sur le réseau local. Hein. Ce qui est très important, c'est à mon sens, hein, c'est de bien clarifier, pas tellement les grands trajets, mais surtout les derniers kilomètres. Comment je fais pour résoudre hein, vite la livraison dans les derniers kilomètres entre mon entrepôt final et mon client. Et là, il y a des solutions hein, s'appuyant sur le voisinage local pour réduire hein, cette ultime étape. Si on résume un peu vos enjeux, hein, vous allez effectivement chercher à optimiser hein, les trajets, les mutualiser, optimiser le trajet en lui-même. On va voir quelques outils tout à l'heure. Vous allez optimiser les délais, sécuriser les produits, on l'a vu au niveau de l'entrepôt, de livraison, intensifier un aspect tracking, savoir où il est, l'objet qui communique, aussi s'il est endommagé, avoir des objets qui communiquent. Hein, je suis endommagé, j'ai mon carton qui est ouvert, ça vous le savez, c'est pas votre livreur qui doit vous l'informer, vous le saurez de plus en plus demain. Améliorer le suivi, on l'évoquait sur le temps, mais c'est pas que le temps, c'est pourquoi pas des images à temps réel, même quand vous prenez l'avion longue distance, hein, vous avez toujours une petite cartographie, là je suis au milieu de l'Atlantique, je suis à tel endroit, une petite image, bah, ça vous rassure. C'est très important de savoir quel stade est mon produit, en quel état, est-ce que je peux le voir. Et certains ont imaginé, je peux voir des entreprises qui font même de la vidéo, voilà votre produit, voilà, vous pouvez le visualiser. Ben là, ça aide nettement à patienter. Donc, la qualité du suivi compte. Hein. À la limite, on pourra faire après même attendre une journée ou deux de plus, mais savoir exactement quand est-ce que je vais être livré et où et comment est mon produit, plutôt qu'être dans le flou.
y compris même si c'est très rapide. Je suis dans le flou, hop, bonne surprise. Au bout de 2 jours, j'ai eu mon produit, c'est super. 2 jours, c'est pas beaucoup, mais pendant 2 jours, j'en savais rien. Bon, bah, l'image est malgré tout mitigée, alors que pourtant 2 jours, c'est une livraison excellente en termes de délai. Alors, deux types d'outils. Hein. Vous allez pouvoir aller plus loin dans l'aspect planification hein, de ces livraisons, qui fait quoi, notamment PME, des outils de planification graphique qui vont vous aider, qui sont relativement simples hein, d'utilisation. Vous allez avoir aussi toute une gamme d'outils. Là, je vous donne un exemple, mais pour tout ce qui va être SAV, distribution, vous allez, tiens, vous savez que vous devez livrer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel jour. Ben, comment choisir hein, votre itinéraire au mieux pour réduire le temps, réduire les kilomètres, simplifier aussi hein, la charge de votre livreur, mais c'est aussi comment planifier un jour au jour. Là aussi, il y a des compromis à trouver que pourra vous suggérer certains logiciels, à savoir, tiens, je dois livrer à tel endroit, mais peut-être que j'attende 1 heure de plus, une journée de plus pour trouver le bon compromis entre avoir un itinéraire simple un jour, un autre itinéraire simple un autre jour. Voilà, qu'est-ce que je peux m'autoriser pour que ce soit simple pour moi, mais aussi que ce soit simple pour mes clients. Donc, tout ça, ça s'improvise pas, même si, encore une fois, parfois le bon sens, l'expérience de chacun au certains logiciels, mais quand vous démarrez hein, une activité de livraison, des logiciels vont vous aider dans cette planification d'itinéraire. Bon, un titre d'exemple, hein, une montre qu'on voyait Amazon déjà 5%, mais bientôt ça sera plus de 15%. Qui seront livrés dans la journée. Donc le temps hein, de livraison est de plus en plus raccourci et bientôt on va commander, on voudra voir le produit dans la journée. Et pourquoi pas hein, on est vraiment dans une ère hein, d'excellence où on veut tout rapidement et on doit tout faire plus vite. Non, pour arriver à des délais comme ça aussi courts, hein, il faut plusieurs choses. Il faut à la fois une digitalisation complète, une vue complète hein, de A jusqu'à Z de l'ensemble de la chaîne, hein, de production jusqu'à la livraison, mais il faut également de l'autonomie. Hein. On s'aperçoit que les freins sont souvent peut être des freins humains. Donc ça veut dire avoir des logiciels, un BI ou l'intelligence artificielle qui prennent des décisions. L'entrepôt prend des décisions sans attendre de l'opérateur. Si on attend un opérateur, même réactif, c'est trop lent. Notamment vos produits, par exemple, hein, vos produits, les phares, les produits tendance, réactualisés chaque semaine, eh ben, décidez qu'ils prennent la route avant même d'être commandés. Ils font déjà la moitié, 3/4 du chemin, et on validera vraiment la validation finale que si vraiment le client est acheté. Donc, quand le client a acheté un produit phare, eh ben, il a déjà été livré en grande partie. Et pourquoi vous pouvez faire ça? Parce que ben, vous connaissez un peu quelles sont les tendances, hein, vous allez anticiper évidemment sur les produits livrés. De temps en temps, il y aura des mauvaises surprises, mais encore une fois, il y a des compromis à trouver entre l'anticipation ou après des commandes trop anticipées. Un peu comme dans la logique un petit peu de booking ou de surbooking hein, pour les compagnies aériennes. Vous avez essayé d'avoir des astuces, hein, des bonnes idées, des idées à la fois très locales, très pragmatiques, très professionnelles, très utiles hein, finalement. Hein. Vous connaissez sans doute voilà, cette application que je cite ici, qui vous permet de s'appuyer sur l'entrepôt local, sur quiconque a envie d'aider hein, à la livraison, un peu comme dans d'autres temps, on a pu s'appuyer sur le covoiturage. Là, on va pouvoir s'appuyer sur la co-livraison localement. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour qui peut, c'est donnant-donnant, hein, qui peut rendre service en livrant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé par livrer un produit? Donc, inventer hein, des nouvelles chaînes locales hein, de distribution pour compléter vos circuits classiques. Et ça va simplifier les derniers kilomètres hein, de livraison, souvent les plus délicats.
D'autres outils, hein, évidemment téléchargeables hein, sur vos applications mobiles, hein, comme Cocoli, une application voilà, qui vous permet de livrer là encore localement, donc très pratique, très utilisé, très en vogue. Également le petit livreur, hein, LPL, notre application, utilisée peut-être déjà, qui est pour l'instant plus sur un domaine, on va dire alimentaire, mais vous pouvez aussi avoir des produits biologiques, aussi d'autres produits. Donc, ils vont surfer hein, sur cette livraison de proximité. Qu'est-ce qu'il y a, ce genre de produits, s'appuyer sur vraiment la connaissance locale. Qu'est-ce qu'il y a autour comme boutique, comme produits que vous aimeriez et qui vont aussi donner de la plus-value, ce que je disais sur le suivi. Là, vous pouvez avoir une livraison possible dans tel délai, dans tel temps, etc. On est, encore une fois, avec le déconfinement, on est aussi, l'industrie hein, va prendre sûrement un virage un peu différent, hein, de plus de relocalisation, de plus de proximité, de plus de connaissances, besoin aussi de recréer un lien social avec l'environnement, donc l'environnement local. Donc, je vous invite hein, à multiplier aussi ces genres d'initiatives, de favoriser, d'encourager finalement le crowdsourcing, hein, de bonnes idées localement pour étoffer hein, votre circuit de livraison, ne pas faire tout de A jusqu'à Z, mais juste une partie, notamment les grandes distances. La livraison, c'est aussi simplifier la commande. Hein. Vous êtes dans votre salle de bain, vous voulez un nouveau shampoing, vous voulez une trousse de maquillage, pourquoi pas commander tout de suite facilement hein, par vos assistants vocaux. D'après certaines études de mémoire, je crois qu'il y a à peu près, pour certains sites, c'est à peu près déjà 10%, hein, 10-15% des commandes hein, qui ont lieu via des assistants vocaux. Hein, c'est plutôt des chiffres en croissance. Donc, on n'est plus là à utiliser son site internet ou son smartphone hein, pour commander, mais on le dit oralement. Et ce que vous dites oralement, vous le feriez peut-être pas depuis votre smartphone, vous l'avez pas dans votre vous n'avez pas votre smartphone quand vous prenez votre bain. Par contre, vous pouvez parler à travers la porte en disant « Oh là, j'ai plus tel shampoing, j'en voudrais un autre, est-ce que tu peux m'en commander ?» etc. Les 10%, c'est pas rien des commandes déjà. C'est vraiment un axe aussi de recherche d'aller plus loin dans la commande. Dans la commande, mais également dans le suivi. Hein. Ah, au fait, c'en est où tel produit? Parce que c'est au moment où vous y pensez que vous avez envie d'avoir ça. C'est pas au moment où vous êtes à votre bureau, où vous avez les moyens. C'est quand vous y pensez, quand vous utilisez déjà voilà, un savon, etc. Vous avez, tiens, ça vous fait penser, ah, mais en fait, c'est vrai que j'en ai commandé des. Bah là, vous le dites oralement. Également, au milieu de week-end, la nuit, etc., vous avez des informations hein, sur un produit, vous voulez commander, vous savoir. De plus en plus, hein, les chatbots vont vous renseigner techniquement sur tel produit. Oh, mais en fait, je m'interroge, en fait, comment passer un avantage, tout ça. Là, vous allez avoir vraiment une sorte de répondeur, mais beaucoup plus qu'un répondeur intelligent. Vous allez avoir une sorte de compagnon hein, qui va vous renseigner, voire même vous reconnaître. Donc, programmer, hein, au-delà des assistants vocaux, je vous invite à programmer des chatbots intelligents dans votre métier. Hein, ça se programme relativement simplement, et notamment le week-end, la nuit. Vous allez étendre hein, le SAV de vos produits et recréer un peu du lien social comme vos clients aimeraient retrouver un peu en boutique. Ça ne sera pas tout à fait la même chaleur humaine, mais ça va quand même, ça va s'y rapprocher le plus possible. Et ça, vous allez renforcer à la fois la confiance, le lien, et favoriser par la même dans les ventes futures. Pensez aussi, aux objets connectés, tout simplement de manière concrète, hein, tout ce qui est serrure hein, digitale, serrure connectée. Vous êtes à distance, vous êtes au bureau, vous travaillez et le livreur arrive. Il dit ah, j'ai pas pu le déposer, etc. Vous avez un produit, vous n'avez pas envie qu'il le dépose dans votre boîte aux lettres. Eh bien, vous dites il n'y a pas de souci, hein, je vous autorise, là, vous me dites quand vous arrivez, ou je vois que vous arrivez à 10h15, eh bien, de 10h15 à 10h20,
la serrure de la déconnecte. Et quand le livreur scanne avec un code que vous avez su lui donner, la porte s'ouvre, il dépose votre colis et il repart. Donc là aussi, ça peut être un élément différenciant dans votre processus global de livraison, d'avoir des tireurs recommandés ou des partenaires qui vont s'associer à vous pour autoriser, de même pour qu'on autorise les paiements par téléphone, autoriser les ouvertures de portes par téléphone dans votre écosystème. Il y a ceux qui le font, qui vont avoir des ventes, et puis ceux qui ne le font pas encore, ils vont perdre une partie des parts de marché. Donc pensez aussi à ça. Vous allez renforcer de manière globale la qualité. C'est la tendance, vous en doutez, mais si on résume un peu, donc le sur-mesure. Faites un produit sur-mesure, l'impression 3D, pourquoi pas l'emballage, un rasoir, un masque, etc. Sur-mesure, on met à disposition des bibliothèques, des moyens et on imprime directement à domicile. Vous allez avoir un emballage spécialisé, un produit spécialisé. Le produit, le client sent qu'il est choyé parce qu'il y a un produit qui lui arrive du sur-mesure. C'est pas le même qu'il pourrait trouver sur un rayon standard. Vous allez renforcer encore plus le suivi, pas juste vous contenter, voilà, le produit arrive tel jour, mais si possible, vous donner une heure précise, des photos, un avis, un peu sur la vie du produit. Rappelez-vous, la tendance, le produit a une identité numérique, c'est lui qui a commandé beaucoup de choses dans l'entrepôt. Considérez-le un peu comme une science-fiction, comme une entité de plus en plus vivante. J'ai envie, ce produit vivant, de savoir comment s'est passé son voyage, comment il trouve son voyage lui-même. Vous faites connaissance avec, je dirais, l'emballage de votre produit avant même qu'il arrive. Petite parenthèse là-dessus, les entreprises qui étaient par exemple, dans tout ce qui était les plantes, voilà, il y avait une petite photo sur la plante, sur le vivant, avant que ce soit livré. On voyait un peu la plante, dans quel état elle était avant et à différentes étapes de la livraison. Pensez à tout ce qui est tracking, géolocalisation, que ce soit en interne à l'entrepôt, mais aussi en extérieur pour aider à ce suivi, mais aussi concrètement pour vous aider vous. Un thème qu'on n'a pas abordé, tout ce qui est simplifier les réclamations. Si après, on vous dit j'ai pas été livré ou j'ai été livré 24 heures plus tard ou il y a eu un souci, là vous saurez exactement à quel endroit de la livraison. Est-ce que c'est juste dans le dernier kilomètre? Est-ce que c'est à 500 km de là? Est-ce que c'est dans un autre pays? À quel moment il y a eu un aléa? Ça vous fait aussi des statistiques. Ça vous permet après d'améliorer cette chaîne de livraison, voire de vos retourner contre un des maillons, un des partenaires qui a assuré cette livraison. Donc tirer aussi des enseignements, ça marche bien. Et donc de manière itérative, d'encourager ceux qui ont bien fonctionné. Bref, avoir des informations, c'est aussi pour vous sur ce suivi. On l'a vu, tout ce qui est commande en ligne, commande vocale, mais aussi chatbot pour un suivi 24 heures sur 24 et recréer du lien social derrière le côté numérique. De manière plus grande, vous voulez certes essayer de réduire le délai de livraison, mais surtout apporter de la souplesse de livraison. Si le client change d'un moment, finalement je suis au bureau, il faut me livrer au bureau, il faut me livrer à tel endroit, et apporter un peu cette souplesse et les moyens maintenant de mobile, de géolocalisation, de savoir est-ce qu'il y a un livreur potentiel qui peut faire la livraison dans le dernier kilomètre, vous donne ces moyens de souplesse. Alors que si vous êtes un livreur standard qui fait tout de A jusqu'à Z, c'est plus difficile de le joindre au dernier moment, que oh non, finalement, c'est pas à telle adresse qu'il faut livrer. Donc, apporter, encore une fois, un peu de souplesse, c'est peut-être ça aussi qui va séduire une nouvelle type de clientèle de plus en plus mobile. Alors,
d'autres moyens qui ne sont pas futuristes, qui sont déjà en vigueur. Le premier, c'est les drones. Amazon a déjà des choses. Beaucoup de livreurs ont déjà des moyens. Alors, la France, l'Europe un peu, mais surtout la France est un petit peu en retard, pas d'un point de vue technologique, mais le frein est un aspect plutôt juridique. On a des difficultés à faire voler les drones parce que l'espace aérien est protégé, il faut des autorisations. Donc c'est très difficile, notamment en ville ou même dans certaines campagnes, près des routes, près des aéroports, etc., etc. Néanmoins, on peut penser que, de même qu'avec les smartphones, la législation s'est adaptée à l'usage grandissant des smartphones, on peut penser d'ici quelques temps en France, voilà, la législation va s'adapter aux technologies, aux besoins de livraison, et pas le contraire. Donc, raison de plus pour s'attacher à ces moyens. Mais même s'il y a des freins un petit peu encore pour le moment juridique en France. Dans d'autres pays, il y en a beaucoup moins de tout ce qui est livraison, et notamment dans les grands espaces, des espaces plus difficiles à livrer, y compris pour des charges assez lourdes, ou en mer, en montagne, etc. Vous avez pensé vraiment aux drones qui vont livrer des produits, et là aussi vous avez un élément différenciant. Nous, on est capable de livrer tel produit. Au-delà des robots entièrement autonomes, à ma connaissance, pas encore trop pour demain pour livrer par eux-mêmes. Mais par contre, ce qui marche bien dès maintenant, c'est les chariots. On est dans la logique de cobotique. C'est vrai pour les entités qui livrent déjà les colis, courriers, c'est-à-dire vous avez des chariots autonomes. Vous ne tirez pas manivelle, mais ils vous suivent et ils portent la charge lourde. Ils vous suivent, donc vous allez, vous faites votre tournée comme si rien n'était, vous marchez, et puis derrière vous, vous avez non pas un vélo, mais un chariot qui porte beaucoup plus lourd, et qui est très pratique et c'est moins usant. Donc c'est une autre sorte de cobotique, c'est pas l'exosquelette, c'est plutôt le chariot semi-guidé, semi-autonome. Donc ça, c'est déjà en vigueur dans certaines villes. Encore une fois, il peut y avoir des freins, des difficultés sur des escaliers ou des paysages urbains accidentés. Mais pour beaucoup de domaines plutôt plats, ça va être utile. Et vous allez du coup aussi accéder à d'autres types de livreurs, beaucoup moins peut-être physiques, mais qui vont être intéressés plus par le côté autonome, high-tech. Donc aussi d'autres facilités entre guillemets de recrutement. Il faut aussi penser à l'aspect humain évidemment dans ces processus de livraison. Vous allez avoir un truc qui va être co-livraison, mutualisation, faire appel au bénévolat ou des personnes qui vont être livreurs un temps, moyennant une petite rémunération. Donc voilà, des nouveaux moyens de livrer, notamment au niveau proximité, dans votre chaîne finale. Un peu les tendances, elles sont nombreuses de mon point de vue, mais si on peut distinguer quels sont les axes. À mon sens, le premier, c'est d'essayer d'augmenter le plus possible votre maîtrise de la chaîne logistique, c'est-à-dire avoir des tableaux de bord de l'ensemble, mais pas uniquement, j'ai déjà des tableaux de bord, mais ça représente que 90 ou 99% de tout. C'est essayer d'avoir vraiment une vision globale de votre chaîne, y compris en lien avec les partenaires, etc. Pas juste, je sais ce qui se passe chez moi, mais dès que ça quitte mon entreprise, ça c'est d'autres partenaires, je ne sais pas eux comment le gèrent. Donc, étendez la chaîne PLM, la chaîne BI, la chaîne de tracking, étendez-la votre écosystème. Il y a des accords à nouer à la fois technologique et contractuels. Essayez de simplifier. Ok, c'est déjà très simple, mais la plupart du temps c'est déjà très simple parce que vous faites déjà ce métier depuis longtemps. Comment vous pouvez simplifier? Comment certains arrivent à faire en une journée et d'autres il faut un mois de livraison. Donc, essayez de voir quels sont les éventuels goulots d'étranglement. Peut-être le mot est un peu fort, mais les étapes qui peuvent freiner encore un petit peu. Donc tout ce qui est lean manufacturing, ce genre de méthode, au business process reengineering, ce genre de méthode va vous aider à identifier les étapes encore une fois simplifiées. Il y a toujours un objectif
raccourcir évidemment hein, les délais pour essayer vraiment de les avoir plus courts. Augmenter la qualité, hein, si on sait moins réduire les délais, mais essayer d'augmenter la qualité perçue, le ressenti par un meilleur suivi encore, plus de précision, une essence de se placer hein, vraiment le plus possible du côté du client. Le client a besoin de savoir la durée, la vie du produit, dans quel état va arriver l'emballage, ce qu'il a reçu comme température, etc. Enfin, essayer d'avoir des informations utiles hein, sur cette livraison. Dans tout ça, c'est pas from scratch hein, de tout chambouler, c'est des gros investissements, des façons aussi différentes hein, de voir les choses. Donc, ça passe par expérimenter hein, des différents logiciels. On a pu en citer certains, différentes applis, de voir ce qu'ils apportent, des plus, en moins, de généraliser si ça apporte vraiment un plus pour vous, pour vos clients. Pense à innover. Hein, voilà, eux, ils livrent dans un autre secteur de métier qui n'est pas le mien, mais pourtant, ils utilisent un drone, ils utilisent un chariot. Pourquoi pas, moi, dans mon domaine, essayer de calquer hein, cette innovation de livraison et d'essayer de l'appliquer, d'abord dans un petit périmètre qui s'y prête bien, puis après, je généraliserai le cas échéant. La tendance, c'est pas vrai qu'en production, mais c'est vrai notamment en production, en livraison, hein, c'est essayer d'anticiper, d'anticiper les produits phares au moins. Il y a des outils analytics, hein, Google Trends ou d'autres, hein, sur les tendances. Vous tapez un nom d'un produit, vous voyez un peu la tendance depuis quelques années, s'il est cliqué plus souvent sur Internet ou pas. Essayez de prédire, hein, vous avez suffisamment déjà de données en entreprise pour prédire hein, les tendances, voir aussi dans votre chaîne logistique qui est à optimiser. Donc là, on est moins dans l'opérationnel, on est de temps en temps, il faut être aussi dans la prédiction, dans l'anticipation pour pouvoir mieux maîtriser hein, demain et pas se trouver au pied du mur si brusquement il y a une demande. Voilà. Alors, voilà un peu pour ce deuxième, troisième volet hein, concernant un peu les entrepôts et la livraison. Alors, comme pour tout à l'heure, hein, je vous propose une deuxième partie un peu de quiz hein, et par une première question. Alors, un logiciel de gestion de stock dans un entrepôt est très pratique, comme on l'a vu, va aider à plusieurs choses, mais notamment va aider en priorité à renforcer la cybersécurité, à réduire les surstocks et les sous-stocks, à produire davantage, à mieux conserver les stocks. Quelle est votre priorité, la priorité de ce logiciel? Alors, je regarde les réponses. Tout est utile, hein, évidemment, en entreprise, mais un logiciel de gestion de stock aura plus tendance à privilégier l'un de ces items. Voilà, j'ai affiché la bonne réponse. Ah, voilà, bravo à tous ceux qui ont trouvé, je suppose, Très bien, chacun. ouais. De la CELI. Très bien. Yeah. Très bien. Une autre question. On vient de l'évoquer, hein, les répondeurs intelligents vont aider hein, les consommateurs à mieux suivre leurs commandes, notamment, et à commander aussi en ligne, tout simplement hein, en proposant un dialogue rendu possible en permanence. Ces répondeurs intelligents hein, sont communément appelés conversebots, chatbots. IA-bot ou BBbot. Voilà, là on a aussi Chabot en majorité. Tous, voilà. Ok. Ok, très bien. Bravo pour ça donne la bonne réponse. C'est super. Avez-vous alors beaucoup de choses, hein, on a vu beaucoup de tendances, beaucoup aussi d'outils. Quels sont un petit peu vos
vos questions à ce stade ou votre ressenti. On fait un petit tour. François, vous êtes là? Hop, je remets le micro. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci. Oui. Oui. Alors nous, parce qu'on est deux de chez Tebu avec Ouda. Alors il y a des aspects qui nous concernent moins, notamment en termes de production, parce qu'ici on fait pas vraiment de production. Ouais. Ouais. Par contre, il y a des choses où on se retrouve. On a un ERP nous, donc on a déjà une grosse machine qui gère pas mal de ces aspects. Ouais. Donc je pense qu'on n'est pas nécessairement trop mauvais. Ouais. Après, sur les aspects de livraison, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer en effet. Ouais. Et quelques outils, c'est pareil, c'est comme dans toutes les présentations qu'on a eues là, ça nous présente énormément d'outils. Je pense que le plus dur, c'est de choisir les bons et de trouver ensuite la bonne solution bien connectée avec le reste du système. Exactement. Hein, on est assez dense, hein, assez exhaustif. C'est difficile d'en choisir un et puis au risque celui qui vous conviendrait. Donc c'est un petit peu exhaustif. Après, ma recommandation par rapport à ça, c'est évidemment pas de choisir tous les outils, toutes les méthodes qu'on a vues, mais peut-être de voir un ou deux, tiens, là voilà, moi c'est plus la livraison, moi c'est plus cette tendance-là. Et une fois qu'une idée est sélectionnée, d'y aller après de manière itérative, dans la mesure du possible. C'est-à-dire avec un prototype, un premier essai, on voit ce que ça donne, après c'est bon, on les généralise à notre site un peu plus, et puis après, finalement, oui, c'est encourageant, on va un peu plus loin, on se lance, mais de manière assez itérative, vous voyez, à la fois en vertical et en horizontal, en horizontal dans le choix des idées, et en vertical dans manière un prototype, après un logiciel dans un premier secteur, et puis après on généralise. Donc, c'est assez dans l'itération, et pas dans le parachutage de solutions. J'ai connu, moi, des directions informatiques croyant bien faire en disant, voilà, si la tendance, c'est tel outil, c'est tel truc, on le fait, et puis sans suffisamment écouter les clients, les utilisateurs, donc vraiment de manière très, très, très itérative. Ok, oui, merci à vous deux. Jessica, vous m'entendez? Oui, alors pour ma part, c'était très intéressant, mais comme je suis plus sur une partie service et que je ne suis jamais trop penchée sur tout ce qui est aspect production, voilà, c'est des outils que j'essaierai de retenir pour plus tard si je suis amenée à être plus sur la vente en domaine de matériel. Et comme je suis plus basée sur le service, voilà, c'est pour ça que ça me paraît un peu loin pour moi, mais en tout cas, c'est une bonne base pour plus tard. Après, vous avez raison, rappelez-vous ce qu'il y avait présenté sur les aspects PLM, vous pouvez être très bien dans la notion de très en amont, d'études, de services, de relations clients, très en amont des aspects de production, mais pour autant initier, parce que vous êtes en début de parcours, initier finalement les préoccupations d'études, la chaîne PLM, ce que les autres vont après adopter, de façon à assurer une cohérence entre les études très amont et puis après ceux qui produiront. Ne pas avoir cet aspect un peu cloisonnement trop marqué. Chacun son métier, mais doit bénéficier de cette chaîne d'information. Oui, surtout qu'on est en train de commencer à produire justement des rhéomètres. Voilà, pour le moment, on fait tout à la main, c'est par chaîne de 5 ou 10, mais c'est sûr que pour plus tard, en tout cas, ça sera intéressant à retenir. Oui. Tout à fait. Très bien. Merci pour votre merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Cédric? Alors, Nathalie nous dit information intéressante, merci. Plusieurs pistes à étudier, niveau stock et production. Et Célie, elle a presque plus de batterie, donc ça va sûrement couper. D'accord. Bon, pas de souci pour plus tard pour compléter. Ok, très bien. Ok, moi je vais juste, merci Jean-Pierre, je vais juste rappeler donc que les e-learning sont disponibles sur la plateforme Quid et il est important de les suivre, ne serait-ce que déjà pour votre bénéfice formation et aussi parce que dans le cadre des financements par vos OPCO, on va nous demander le temps de suivi. Et si vous n'avez pas suivi les 40 minutes pour chaque e-learning, vous serez pas financé en totalité. Donc, c'est mieux de les suivre et de répondre au quiz. Voilà. Et donc, je vous enverrai un mail de confirmation
pour le 29 septembre. Et puis aussi, merci de répondre au quiz de satisfaction. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Ben, merci à tous hein, pour votre participation. Et puis, voilà. Un bel été, hein, parce que pour ceux qu'on Les idées, voilà, on est resté dans le timing, c'est super. Les idées, pour maintenant ou un peu plus tard, pour certains d'entre vous, vous seront utiles. C'est tout mon souhait. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, très bonne continuation. Merci, bonne journée. Respectif. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Vous êtes toujours là, Jean-Pierre? Oui, je vais raccrocher peut-être la session et puis je vous rappelle après. Oui, ok. Merci.